Pendant que Poutine et Trump négocient en Alaska, la guerre n'attend pas. Et l'Ukraine a mené une série d'attaques très à l'intérieur du territoire de la Fédération de Russie. Les médias occidentaux, bien sûr, commenteront les attaques contre des navires supposément plus stratégiques ou encore les attaques contre des raffineries, mais ici, ce qui compte surtout, ce sont les attaques contre les civils. Ce qui, quelle surprise, n'apparaît pratiquement jamais dans les médias en question. Les résultats des négociations, cela dit, pour l'instant sont assez incertains puisque des deux côtés, on a parlé de négociations extrêmement fructueuses. Des résultats positifs, mais rien de concret n'a été décidé pour l'instant. Et je pense que dans ce sens, ceux d'entre nous qui, dès le début, disaient qu'il était très probable que tout cela finirait par être une sorte de coup de pied supplémentaire donné au ballon. Quant à la figure de Trump en tant que grand pacificateur, eh bien, nous avions effectivement raison. La Russie a besoin de temps pour atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale. Les États-Unis n'ont en réalité aucun outil suffisamment efficace pour faire pression sur ce pays sans l'admettre publiquement. L'Union européenne en est déjà à son 19e paquet de sanctions. Il ne se soucie pas du tout qu'un accord soit trouvé. Qu'on y parvienne, aucune, les sanctions l'ont empêché. Même avant que le sommet entre Trump et Poutine n'ait lieu, elles allaient être approuvées de toute façon. Cela dit, les sanctions américaines, pour l'instant, attendront, car pour Donald Trump, la réunion a été extrêmement positive. Vladimir Poutine, après avoir souligné que ce qu'il faut éliminer, ce sont d'abord les causes fondamentales de la crise ukrainienne. En gros, que l'OTAN cesse de faire la guerre contre la Fédération de Russie, je vous le traduis, puisqu'il a invité le dirigeant américain à Moscou. Merci beaucoup, nous vous parlerons et reverrons très bientôt. Merci beaucoup, Vladimir. La prochaine fois à Moscou. Oh, c'est intéressant. Je ne sais pas, je vais peut-être avoir des ennuis avec ça, mais je peux imaginer que ça puisse arriver. Merci beaucoup, Vladimir, et merci à vous tous. Merci. Et il semble qu'il y aura une autre réunion, cette fois le 18 août. Trump aurait annoncé une réunion avec Zelensky, mais je n'en sais pas plus. Qu'il ait déjà été invité ou non, ils le lui diront sûrement aussi le 17 août. L'après-midi. Oui, c'est ça. Parce que l'Ukraine est celle qui a le moins de voix dans tout cela, et pourtant, en Occident, bien sûr, ils doivent essayer de sauver leur image publique. Collective, appelons-le ainsi. Ainsi, ce qui est surtout mis en avant maintenant, ce sont les dernières attaques que l'Ukraine a menées contre le territoire de la Fédération de Russie. Il est vrai que certains des objectifs se trouvent très à l'intérieur de la Russie. On parle d'environ 800 km, plus ou moins. Les cibles les plus importantes se sont avérées être le port d'Ola ainsi qu'une raffinerie de pétrole, une très importante. Il est vrai qu'elle se trouve dans la région de Samara. Il y a quelques dégâts à la raffinerie, mais ne doutez pas une seconde qu'ils finiront par être réparés. Il y a encore beaucoup de raffineries sur le territoire de la Fédération de Russie. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ceux qui auraient soi-disant été touchés par l'Ukraine comme un navire transportant des drones iraniens. Il se pourrait qu'il n'y ait pratiquement rien de vrai là-dedans. Certains mécanismes pour ces drones, peut-être des munitions, cela reste à voir, mais vraiment, maintenant, la grande majorité des drones utilisés dans le cadre de l'opération militaire spéciale sont fabriqués sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc, eh bien, il est difficile de savoir ce qu'ils ont pu atteindre sur ce navire. Et il est vrai qu'il est très difficile de le déterminer. Mais surtout, ce ne sont même pas ces attaques contre des cibles prétendues militaires, disent-ils depuis l'Ukraine. Admettons qu'ils aient raison, il ne s'agit pas d'attaques contre des militaires, mais contre des civils. Une personne décédée. Au cours des dernières 24 heures à Koursk, une autre à Donetsk. Et en plus, les attaques ont continué sur le territoire de la région de Belgorod, qui se produisent depuis un certain temps déjà, depuis au moins 3 jours en s'intensifiant. De plus, c'est-à-dire,
Il semble que l'Ukraine est en train d'effectuer une série de préparatifs. Elle a mené une série de préparatifs pour la réunion entre Poutine et Trump. Cela semble faire en sorte que, d'une certaine manière, l'Ukraine envoie le message à toute la communauté internationale qu'elle continue de porter la guerre sur le territoire de la Fédération de Russie. Mais en réalité, c'est une véritable bourde, parce que même, attention, une députée républicaine. Et ce n'est pas la seule voix aux États-Unis, loin de là, à s'être exprimée dans ces termes, puisqu'elle a publié sur son compte X. Je crois, en effet, que la carte des attaques ukrainiennes, c'est quasiment comme si elle disait qu'ils veulent saboter les discussions de paix entre Trump et Poutine. À partir de là, bien sûr, l'Ukraine finira par recevoir ce qu'elle mérite. Mais ça me fait vraiment beaucoup de peine. La population civile, qui d'ailleurs, dans la grande majorité des cas, finit souvent par être victime de la propre défense aérienne ukrainienne. Quoi qu'il en soit, la population civile ne devrait jamais souffrir. Le régime de Kiev aura ce qu'il mérite, sans doute. Tout d'abord, il l'a déjà reçu au moment où ils n'ont pas invité Zelensky à un sommet où l'on décide soi-disant de l'avenir de l'Ukraine. Autrement dit, ils lui ont montré exactement sa place et je suppose qu'ils lui rediront quand il partira pour Washington. Cependant, le plus important n'est pas seulement la confirmation définitive que l'Ukraine n'a aucune souveraineté, ni même les avancées sur le front dont nous avons parlé dans le rapport d'hier. Elles continuent de se produire aujourd'hui et demain nous allons les mettre à jour. Mais la Russie avance vraiment sans s'arrêter. Et ici, nous arrivons au cœur du problème. Je pense vraiment que l'accord est ma théorie. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Je pense que la question est de continuer à négocier jusqu'au moment précis où la Russie obtiendra tout ce qui a été prévu dans le cadre de cette opération militaire spéciale. Libérer entièrement les territoires, au moins ceux des républiques populaires de Donetsk et Lougansk. Reste à savoir si cela touchera aussi Kherson et Zaporijia. Pas telles qu'elles sont aujourd'hui, mais entièrement comme elles existent sur le plan administratif. D'un côté, ils figurent désormais sur la carte de l'Ukraine, mais aussi dans la constitution de la Fédération de Russie de l'autre. Et cela dénote une victoire énorme de la part de la Russie, mais personnellement, je dirais de la part de Vladimir Poutine. Parce que l'opération militaire spéciale a commencé comme une étape vraiment bien planifiée et nous le voyons en ce moment même à travers la réaction, surtout américaine. Le monde entier, enfin non, plutôt tout l'Occident, a poussé des cris d'alarme et a commencé à isoler la Russie. Cependant, hier nous avons vu qu'on lui déroulait le tapis rouge. Et pas n'importe où, mais directement aux États-Unis. Que signifie tout cela ? Est-ce que ce pays est l'un des principaux organisateurs de tout ce qui se passe malheureusement aujourd'hui sur le territoire ukrainien ? Cette première victoire était en négociation. On s'est assis d'égal à égal et Poutine savait que cela arriverait. Mais en plus, cela confirme ce que je vous disais au début. Il ne semble pas que l'Occident, et plus particulièrement les États-Unis, ait un véritable moyen de pression sur la Fédération de Russie. Donc je comprends qu'eux, à leur tour, comprennent que la seule façon pour le président américain de s'en sortir indemne dans cette affaire. Et s'ils pouvaient aussi obtenir ce prix Nobel de la paix qu'ils semblent tant désirer. Ils doivent attendre que la Russie obtienne exactement tout ce qu'elle veut, qu'elle soit sur le point de l'obtenir. Et ensuite parler, se réunir à nouveau et discuter du fait que si ce n'était pas grâce à Donald Trump, cela, sans doute, n'aurait jamais été arrêté. Et ici, pour la fin de cette vidéo, je vous ai préparé 2 phrases issues des négociations qui me semblent absolument essentielles. En plus, bien sûr, de faire la conclusion de que les attaques ukrainiennes ne font, une fois de plus, qu'aggraver la situation de ce pays. C'est-à-dire qu'une fois de plus, elles gâchent son propre avenir, mais surtout, tout d'abord, Donald Trump, en disant que si ce n'était pas grâce à lui, bien sûr, il fallait le souligner. Mais la Fédération de Russie serait déjà en train de s'emparer de toute l'Ukraine, donnant à la Russie un pouvoir très particulier. À vous de me dire si vous pensez qu'elle l'a ou non.
Mais médiatiquement, Donald Trump s'est déjà attribué cette place élevée. Ensuite, la réponse de la Fédération de Russie arrive en deuxième position. Vladimir Poutine répétant la thèse de Donald Trump selon laquelle si Donald Trump avait été président en 2022, ce conflit n'aurait même pas commencé. Chacun ici a déjà exactement ce qu'il voulait. Je dirais que la Fédération de Russie a le temps dont elle a besoin pour terminer ce qu'elle s'est proposé de faire. Et finalement, remporter une victoire éclatante et décisive, l'opération militaire spéciale. Le côté américain, surtout, très personnellement, Donald Trump, cette place qu'il est en train de se forger dans l'histoire. Parce que je dirais que c'est principalement ce qui lui importe, bien plus que de mettre fin au conflit X ou Y. Surtout étant donné qu'il ne semble pas avoir beaucoup de leviers de pression sur la Fédération de Russie. Cela dit, je vous laisse la question ouverte, à vous d'y répondre. Quelle était la place de l'Ukraine dans tout cela? La Russie a le sien, les États-Unis ont le leur, mais alors, que se passe-t-il? Et qu'adviendra-t-il finalement de l'Ukraine?